C'est Ok, parfait. super. Donc, écoutez, un peu à l'instar de Gaëtan, moi, je vais vous présenter l'article sur le chapitre sur lequel je travaille actuellement, qui sera dans le livre Arcane, là, publié en 2025, on l'espère. Donc, c'est assez, enfin, je dirais que c'est encore en préparation. Donc, l'idée, c'est aussi de susciter quelques discussions. Alors, en fait, moi, je me permets de revenir sur un concept qu'on peut dire qui fait un peu figure de clé de voûte du groupe Arcane, que tu as beaucoup utilisé, René, au tout début. C'est le concept donc de puissance du faux. Qui est utilisé par un groupe de recherche. Alors je le mentionne parce que je vois des personnes peut-être qui connaissent pas trop le groupe Arcane. Je vois qu'il y a mon collègue Samuel, coucou Samuel, qui est là. Donc, groupe Arcane qui analyse depuis sa création les stratégies et les processus de tromperie qui se déploient dans les arts trompeurs, mais aussi dans les médias sociaux numériques, dans l'espace public. Il s'agit d'éclairer en fait ces stratégies à partir d'une perspective intermédiaire pour enfin, les éclairer à partir d'un travail de contextualisation et d'historicisation. Et donc, là-dedans, le concept de puissance du faux est assez porteur, est assez fort. Et j'ai voulu en fait revenir aux origines donc, de ce concept-là. Aux origines en fait, ce concept apparaît dans l'œuvre de Gilles Deleuze. Alors, je vais diviser ma présentation en deux parties. On va faire un peu de Gilles Deleuze. Alors, j'ai pas mal de citations de Gilles Deleuze, assez je sais pas si d'aucuns connaissent Gilles Deleuze, mais c'est des fois assez difficile à lire. Mais bon, écoutez, on est vendredi, c'est bientôt la fin de semaine, mais j'ai sélectionné des belles citations, hein. C'est histoire de nous donner matière à penser. Et donc, à l'écran, vous avez aussi là, j'y reviendrai, dans ma conclusion, je reprendrai ces différentes images. Donc, c'est de l'IA, j'ai utilisé Dali, je lui ai demandé de m'halluciner le vrai et le faux. Et donc, j'ai eu comme ça quelques propositions. Je vous laisse les admirer encore quelques secondes, mais on va y revenir un peu plus loin. Donc, l'idée, c'est de voir quel est le potentiel heuristique de concept de puissance du faux pour aborder les logiques, les stratégies de tromperie de l'intelligence artificielle. Et donc, je vais décliner en m'appuyant sur le lexique de Deleuze, je vais décliner certaines figures, celle de l'imposteur, celle du fabulateur et celle du plagiaire. Bon, alors d'abord, Gilles Deleuze. Alors, je tenais, alors ça va peut-être des fois être un peu rébarbatif, mais je tenais vraiment à contextualiser ce concept de puissance du faux et j'espère que cette contextualisation va vous être utile sur le plan de la réflexion. Donc, le concept de puissance du faux, il apparaît dans les travaux de Deleuze qu'il consacre au cinéma, donc l'image-mouvement et l'image-temps, dans lequel en fait il élabore, on peut dire une classification de signes. Alors moi, ça me parle tout particulièrement, sémiologue hein, de formation, une classification de signes susceptible de rendre compte des spécificités en fait et des qualités de l'image-mouvement, l'image-temps, l'image cinématographique. Et donc c'est une analyse qui est à la fois sémiotique, esthétique, philosophique, qui cherchait à se dégager en fait de l'emprise à l'époque des études cinématographiques dominées par les approches narratologiques. Donc il s'agit là pour Deleuze et aussi, si on pense à ses travaux avec Guattari, de s'affranchir en quelque sorte d'une certaine forme de structuralisme qui s'appuyait sur la linguistique et ses outils pour analyser une quantité d'objets dont le cinéma. On peut penser aux travaux de Christian Mess, bien que Christian Mess cherchait à sortir aussi de cette emprise-là. Enfin bref, Deleuze, il nous explique que le cinéma n'est pas structuré comme un langage, donc contre Christian Mess. Il nous dit que c'est une matière signalétique qui comporte des traits de modulation de toutes sortes sensorielles, kinésiques, intensifs, affectifs, rythmiques, tonales. Il nous parle d'une masse plastique, d'une matière asignifiante et asyntaxique. Ça a une certaine importance du point de vue des choses qu'on va voir tout de suite après. Alors, je vais commencer par une distinction qui va être un petit peu au cœur là, de mon explicitation du concept de puissance du faux. C'est une distinction oppositionnelle proposée par Deleuze dans ce qu'il appelle la narration véridique qui prétend au vrai et la narration falsifiante qui abandonne cette prétention pour mieux en libérer les puissances du faux. Pour Deleuze, la narration véridique, c'est donc celle qui déploie un récit qui présuppose des enchaînements logiques entre les plans filmiques et des rapports de causalité qui lient des personnages, des objets à des situations qui sont clairement identifiables.
Donc, il ne s'agit pas de penser là le dualisme vrai-faux du point de vue du régime de la fiction. Là, bon, je cite, j'aime beaucoup le théoricien Thomas Pavel. Je le cite parce que je sais que René, tu aimes beaucoup l'univers de Conan Doyle. Pour Thomas Pavel, la fiction déploie des mondes qui sont incomplets. On ne saura jamais combien d'enfants a eu Lady Macbeth. Inconsistants, car les deux suivantes sont toutes les deux vraies. Sherlock Holmes habitait Baker Street. Sherlock Holmes n'a jamais habité Baker Street. Et imaginaire, enfin, car en cas de besoin d'un détective privé, nul ne cherchera les services de Sherlock Holmes. Je l'aime bien parce que cette citation, je l'utilise assez régulièrement. Mais pour Deleuze, il ne s'agit pas de parler de la fiction en termes de vrai-faux. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la tension entre le véridique et le falsifiant que je vais expliquer tout de suite. Donc, la narration véridique s'articule autour de ce que Deleuze nomme la forme du vrai, donc ce qui prétend à la vérité. Et ce qui prétend à la vérité respecte, selon Deleuze, certaines conditions de réalité d'un récit qui va être fondé sur, par exemple, un principe de causalité physique, morale, temporelle, chronologique, et qui développe un monde d'action au sein desquels s'activent des personnages animés par des désirs, des passions, des objectifs qui sont repérables, identifiable, compréhensible, assignable. Selon la classification des signes, la classification sémiotique des images cinématographiques proposées par Deleuze, le mode de narration véridique découle directement de la composition organique des images mouvement, ce qu'il appelle le montage, ou de leur spécification en image perception, image affection, image action, suivant les lois d'un schème sensorimoteur. Hein, je vous balance comme ça d'un coup plein de concepts que je vais préciser parce que c'est très dense conceptuellement. Deleuze entend par composition organique un montage qui suit une évolution linéaire qui est constituée par des liens logiques entre différents événements et actions présentés à l'écran. Alors, pour illustrer ce point, j'utilise un exemple que je présente souvent à mes étudiants quand je leur présente vaguement la sémiotique deleuzienne du cinéma, soit le film les Jaws de Steven Spielberg, qui est vraiment une très belle illustration là, de cette scène, qui est une très belle illustration de la narration véridique. Donc vous avez à gauche le chef de police Brody, incarné par Roy Schneider, qui appâte le célèbre requin à bord d'un petit bateau de pêche lancé à sa poursuite, puis il est confronté, il le voit, hein, on le voit là paniquer, et il interpelle le capitaine là, à la fin, enfin dans l'image du dessous, avec cette célèbre phrase. Alors c'est pas You gonna need a bigger boat, je crois que c'est We gonna need a bigger boat. On va avoir besoin d'un plus grand bateau. C'est une phrase célèbre de la culture populaire. Alors, si l'on suit la sémiotique deleuzienne, le spectatrice perçoit Brody, qui perçoit le requin. Donc, ce que Deleuze appelle l'image perception, c'est la condition de possibilité de toutes les autres classes d'images mouvement. Il est affecté par la peur et l'angoisse, l'image affection, donc généralement enregistrée au cinéma par le gros plan, hein, qui fige en quelque sorte l'affect sur le visage des protagonistes, avant de reculer, de prévenir le reste de l'équipage qui prend la mesure de l'ampleur de la menace. Donc Deleuze parle là d'une image action au cours de laquelle une action révèle une situation, c'est plutôt l'inverse, une situation, requin qui apparaît, révèle des actions qui vont conditionner de futures situations qui elles-mêmes vont révéler de futures actions. L'idée pour Deleuze, c'est que le passage de la perception à la situation, de la perception, pardon, de la situation à l'action, avec ce petit intervalle qui est celui de l'affection, c'est une seule unité de mouvement liée par des enchaînements sensorimoteurs, qu'il appelle sensorimoteurs, qui sont captés par la caméra et qui sont restitués à l'écran après le montage. Donc tout au long de cette séquence, a priori, le spectateur est plongé dans le monde de l'action, où s'animent donc des personnages qui sont traversés par des sensations, qui agissent et réagissent à des situations. Et donc la narration véridique lui donne suffisamment de repères pour qu'il puisse reconstituer sans trop de difficulté cette unité de l'image-mouvement. Donc, les schèmes sensorimoteurs dont nous parle Deleuze supposent des opérations logiques, des liens de causalité entre les images et respectent en fait les critères du vraisemblable. Ça va aussi son importance après dans la manière dont je vais l'utiliser pour parler de l'IA. Donc, les critères du vraisemblable qui dessinent les contours de la forme du vrai. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la narration falsifiante. D'accord? Alors, avec la narration falsifiante, les choses commencent un petit peu à se compliquer. Les connexions logiques et les rapports de causalité entre les différentes images, elles cessent
de fonctionner. Alors Deleuze, il parle de rupture même du schème sensorimoteur. Alors, lui, il utilise un certain nombre de films. Moi, j'aurais pu utiliser, par exemple, le cinéma de David Lynch. Bon, là, moi, j'ai choisi un film que j'affectionne tout particulièrement, donc c'est The Tree of Life de Terrence Malick, qui est une belle illustration de cette narration falsifiante. Alors, pour illustrer, je triche un peu parce que c'est un montage, hein, mais je vais vous passer comme ça un extrait de, je ne sais pas si vous avez vu The Tree of Life, mais il y a des plans assez particuliers dans ce film-là. Alors, je cite Deleuze à l'égard de la narration falsifiante. C'est un peu long, mais je vais prendre mon temps. Voilà que les situations ne se prolongent plus en action-réaction par rapport à la narration véridique, conformément aux exigences de l'image-mouvement. Ce sont de pures situations optiques et sonores dans lesquelles le personnage ne sait comment répondre, des espaces désaffectés dans lesquels il cesse d'éprouver et d'agir pour entrer en fuite, en balade, en va-et-vient, vaguement en va-et-vient, vaguement indifférent à ce qui lui arrive, indécis sur ce qu'il faut faire. Mais il a gagné en voyance ce qu'il a perdu en action ou réaction, il voit, il écrit vraiment en capital, si bien que le problème du spectateur devient qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'image? La situation ne se prolonge plus en action par l'intermédiaire des affections. Elle est coupée de tous ses prolongements. Elle ne vaut plus que par elle-même, ayant absorbé toutes ses intensités affectives, toutes ses extensions actives. Donc, Deleuze, il nous décrit là, à propos de la narration falsifiante, une sorte de monde en suspension, où émergent des signes purement visuels et sonores, ce qu'il va appeler à l'occasion des obsignes ou des sons-signes, qui sont déconnectés des autres images-mouvements et à la lettre qui ne valent plus que pour elles-mêmes, qui deviennent autoréférentielles. Il ne s'agit plus d'images-affection, d'images-action, il s'agit d'images-souvenirs, d'images-rêves, d'image mentale. Donc, ce qui intéresse Deleuze, c'est vraiment la dimension virtuelle qui habite et qui hante l'image-perception et qui vient créer cette rupture dans les connexions logiques de la réalité, a priori, donc représentée à l'écran, au point où justement la distinction entre le vrai et le faux, le réel et l'imaginaire se brouillent et deviennent à la limite indiscernables. Donc, par exemple, dans Tree of Life, Tree of Life, si vous l'avez vu, vous vous rappelez, il y a des images de Big Bang, de supernova, de dinosaures qui viennent s'intercaler dans une histoire finalement assez banale de deuil familial qui se raconte donc dans une série de ruptures sensorimotrices entre la naissance de la vie, l'univers, les dinosaures, les humains et sa destruction sous plusieurs formes. Donc, je me rappelle quand je suis allé voir The Tree of Life de Terrence Malick, la moitié de la salle s'est vidée à partir du moment où on commence à apercevoir un dinosaure alors qu'on pensait plutôt voir un film avec Brad Pitt. Donc, très belle illustration, me semble-t-il, de la narration falsifiante. Alors, il donne un certain nombre de concepts que je trouve vraiment très pertinents pour aborder l'intelligence artificielle. Il propose de parler à l'égard donc de ces narrations falsifiantes, de voir donc des œuvres qui fabriquent des images cristal qui sont constituées de plusieurs facettes, où le virtuel vient directement percuter l'image actuelle à l'écran. Donc on assiste à une coprésence du passé et du futur, un mélange d'espace, une hybridation d'espace-temps, où le souvenir d'un passé, par exemple, fini, révolu, s'accroche à l'image objective. Alors Deleuze, il a une fascination pour le cinéma d'Orson Welles, et a raison, hein. Il cite par exemple, enfin, il cite Citizen Kane et F for Fake, je vais y revenir tout de suite après. Je lis la citation. Dans une séquence célèbre de Citizen Kane, la petite boule de verre se brise en tombant des mains du mourant, mais la neige qu'elle contenait semble venir vers nous par rafale pour ensemencer les milieux que nous allons découvrir. On ne sait pas d'avance si le germe virtuel Rosebud va s'actualiser, parce qu'on ne sait pas d'avance si le milieu actuel a la virtualité correspondante. Quand même des très, très belles phrases. On sait que Rosebud, c'est le dernier mot prononcé par le protagoniste, là, Kane, Charles Kane, sur son lit de mort au début du film. Et on apprendra à la fin du film, et même là, les significations sont assez... il y a une polysémie autour de ce terme-là, mais on voit le nom de Rosebud sur la luge bien-aimée de l'enfance de Kane. Donc, beaucoup de critiques ont suggéré le fait que le mot Rosebud fait allusion à la dernière fois où Kane a vraiment été heureux. Bon. Donc, ce qui intéresse Deleuze, c'est cette situation trouble où le spectateur, spectatrice, tout comme les personnages en fait dans le film, ne sont plus capables d'identifier ce qui relève du souvenir, du présent, une forme d'hallucination en fait de la réalité qui entraîne une déstabilisation pour Deleuze de la forme du vrai. Et cette force déstabilisatrice que Deleuze cherche à analyser dans l'image cinématographique
Et on sait que l'image cinématographique lui sert à élaborer une réflexion sur la pensée elle-même, hein. C'est tout je veux dire, c'est toute la force de l'analyse de Deleuze. Donc cette force déstabilisatrice, il propose de la qualifier de puissance du faux. C'est une puissance qui rend les choses incertaines et tend à confronter le spectateur, la spectatrice à une forme de dilemme représentationnel. Alors, il s'agit pas tant de le tromper et de le confondre, mais l'amener à réfléchir sur ce qui est réel, imaginaire, vrai ou faux. Alors, j'ai une citation très courte que je trouve très belle, mais qui est pas, je l'ai pas mis dans la slide. En élevant le faux à la puissance, la vie se libérait des apparences autant que de la vérité, ni vrai ni faux, alternative indécidable. Et alors, il s'intéresse, outre ces concepts, toujours plus tarabiscotés les uns que les autres, il s'adresse à une figure. Alors celle-là, moi, c'est à partir de cette figure que je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire avec la puissance du faux, c'est la figure du faussaire. Pour Deleuze, cette puissance, elle est transportée à la fois par le cinéaste, mais par les personnages qui s'enchaînent dans certains films. Donc ces personnages-là, les personnages de faussaires qui portent en lui cette force de rendre les choses vraies ou fausses, de faire émerger l'impossible du possible. Alors il s'intéresse par exemple Deleuze à, notamment donc c'est dans le cinéma d'Orson Welles, à la figure du prestidigitateur qui fait émerger l'impossible du possible, ou à l'hypnotiseur qui fait du passé quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai. Alors, il s'appuie donc sur le film F for Fake. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un genre de faux documentaire où Orson Welles veut raconter, qui se présente lui-même comme un prestidigitateur. Il veut raconter l'histoire des grands faussaires, comme par exemple Elmire de Hori, qui était un faussaire célèbre à l'international, puisqu'il a copié les œuvres de Picasso, de Matisse, de Modigliani. Il raconte aussi l'histoire de Clifford Irving, qui a écrit une biographie d'Howard Hughes, mais une biographie qui est falsifiée. Et le documentaire lui-même intègre dans les informations présentées des éléments qui sont faux, qui sont de l'ordre de la falsification. Et on sait que Orson Welles avait ce goût pour le faux. On se rappelle du fameux canular radiophonique au cours duquel Orson Welles avait fait croire à un public paniqué l'arrivée de Martiens sur Terre. Alors, je cite Deleuze, le faussaire devient le personnage même du cinéma. C'est plus le criminel, le cow-boy, l'homme psychosocial, le héros historique, le détenteur de pouvoir, comme dans l'image action, mais le faussaire pur et simple au détriment de toute action. Le faussaire pouvait exister naguère sous une forme déterminée, menteur ou traître, mais il peut maintenant, mais il prend maintenant une figure illimitée qui imprègne tout le film. Il fabrique l'image cristal, l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Il suscite donc les alternatives indécidables, les différences inexplicables entre le vrai et le faux, et par là même impose une puissance du faux. Alors, partant de... J'ai pris le temps, mais il m'apparaissait nécessaire là, de présenter certains concepts en fait liés à la puissance du faux. Donc, partant de là, en quoi ça peut nous aider à penser, je dirais, la puissance du faux propre à l'intelligence artificielle. Quand on pense, par exemple, à la figure du faussaire, on pense immédiatement, et évidemment, tu nous en as très bien parlé, Gaëtan, au cas, par exemple, des deepfakes. Alors, j'ai pris juste une image d'un deepfake connu de quelqu'un qui se filme et laisse. Enfin, c'est assez bien fait. On a l'impression de voir s'animer Tom Cruise alors que ça n'est pas lui. Alors, je le dis rapidement. Bon, tu nous en as bien parlé, Gaëtan. Euh, le- les deepfakes s'appuient plus seulement, mais s'appuyer, on va dire, généralement sur des modèles génératifs de type Generative Adversarial Network, qui étaient donc très populaires pour générer des images photoréalistes. Alors, la particularité de ces algorithmes, c'est qu'ils reposent sur une compétition entre deux réseaux de neurones. Le premier générateur fabrique un échantillon, tandis que le deuxième, qu'on qualifie à l'occasion de discriminateur, doit déterminer si ce qui a été produit provient du générateur ou non. Alors, je rappelle, et ça, Massimo Leone, qui avait fait une présentation il y a quelques années dans le cadre des séminaires Arcane, avait rappelé ça, mais je tenais à le souligner de nouveau. Pour décrire leur modèle génératif, les concepteurs, notamment Ian Goodfellow, mobilisent à cet égard la métaphore du faussaire et de la police. Hein, le faussaire produit de la fausse monnaie,
Ça, c'est donc le modèle génératif. Et les enquêteurs, le modèle discriminant, tentent de détecter et d'authentifier le faux. Et à l'instar des faux monnayeurs et de la police, les deux réseaux en situation de compétition sont amenés à améliorer continuellement les techniques de production du faux et les moyens de sa détection. Alors, Massimo Leone, lui, il parle dans un article, je mettrai la référence, je la montrerai plus tard, il parle de faux absolu pour désigner la production numérique qui ne cesse pas de s'affranchir de toute forme de référentialité, hein. On peut penser évidemment au pur simulacre de Baudrillard. Alors, moi, j'aimerais montrer que la puissance du faux, elle n'est pas forcément on n'a pas forcément besoin de la penser seulement du point de vue des deepfakes, mais on peut la penser du point de vue de ce qui fonde l'originalité de l'intelligence artificielle, à savoir tout simplement simuler une intelligence. Donc, alors là, je pense à ma première figure, là, la figure du faussaire imposteur, qui est moi celle qui vient d'emblée à l'esprit. Donc, elle dérive, hein, au fond, du projet de l'IA, c'est ce que je disais. Daniel Handler a écrit un ouvrage que je trouve vraiment très, on en a déjà parlé, René, tu en avais déjà parlé, dans lequel il réfléchit au concept même d'intelligence, hein. Et il nous dit que l'intelligence, c'est quelque chose qui est profondément mystérieux et énigmatique. Et il nous dit que l'intelligence, en fait, la manière de l'aborder, ça ne peut pas l'aborder comme quelque chose qui est pleinement constitué, un phénomène ou une fonction. C'est plutôt dans une manière d'apprécier, de juger, d'évaluer cette faculté bien particulière de l'esprit. Autrement dit, on dira qu'un agent, humain, animal ou machine, est intelligent en fonction de sa capacité justement à résoudre des problèmes, à surmonter des défis dans une situation particulière. Alors, ce qui est intéressant de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle a souvent été évaluée à partir de sa capacité à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, tout simplement un humain. Alors, je pense bien évidemment au test populaire de Turing, qui constitue donc une belle illustration de cette figure imposteur. Donc, si une personne n'est pas capable d'identifier que son interlocuteur est un ordinateur, bah, c'est qu'il a passé le test, tout simplement. Donc, l'exercice imaginé par Turing a une profonde influence, hein, dans le développement de l'IA et aussi dans l'imaginaire qui lui est associé, où en fait on ne cherche pas tant à mesurer l'intelligence dont est capable la machine, mais seulement la capacité à copier celle proprement humaine. Et cette capacité, j'insiste, est fondée là sur une imposture. Là, je m'appuie sur les analyses de Simone Natale, qui nous fera une présentation à la mi-octobre, et à mon avis, il reviendra sur sur ce cas particulier, je le cite. La question, explique Turing à ses lecteurs, n'est pas de savoir si les machines sont ou non capables de penser, il s'agit plutôt de savoir si nous croyons que les machines sont capables de penser. En d'autres termes, si nous sommes prêts à accepter le comportement des machines comme étant intelligent. Alors, je pense qu'il en parlera, mais on verra. Mais Simone Natali reprend les analyses de Michael Faraday, qui avait analysé en son temps le cas de spiritisme. Il avait montré que les esprits invoqués lors des séances de spiritisme n'existent que dans l'imagination des participants. De la même manière, je fais une sorte de parallèle que je trouve vraiment très intéressant. De la même manière, donc pour Simone Natali, la sophistication de l'IA, elle réside pas tant dans les circuits et les techniques de programmation que dans la façon dont les humains perçoivent les interactions avec les machines et y réagissent. Donc, en d'autres termes, alors c'est de manière un peu provocatrice, hein, pour Simone Natale, ce sont les utilisateurs et non les ordinateurs qui fabriquent l'intelligence artificielle. Et le test de Turing, c'est une stratégie en fait de manipulation, de diversion, qui vise moins à développer une machine intelligente que faire croire aux personnes que les machines sont donc capables de penser. Alors là, j'en profite, je fais un petit rappel que cette figure de l'IA imposteur, bah finalement, avec René, Jean-Marc, on a travaillé là-dessus. Déjà, on a eu l'occasion de présenter le fruit de nos recherches au colloque H2PTM. On avait justement pensé les différentes caractéristiques de la magicalité de l'IA. Quand on parle de une technologie comme étant magique parce que elle est ultra sophistiquée, on ne comprend pas le truc, on ne comprend pas comment ça fonctionne. On avait proposé comme ça différentes caractéristiques techniques spectaculaires et de l'ordre de la tromperie qui participent à une forme de suspension de l'incrédulité. Je sais que je parle à une machine, mais quand même,
tout est fait en sorte pour que je l'anthropomorphise. Il y a des scénarios particuliers qui activent les machines, elles portent un nom, etc. Et puis, j'avais proposé cette formule un peu provocatrice qui avait soulevé moult débats et discussions. Je voulais même initialement faire toute ma présentation autour de cette proposition, mais finalement j'ai laissé tomber. Donc cette idée de suspension de la suspension de l'incrédulité, c'est-à-dire le moment où on ne sait plus qu'on parle à une machine. Enfin, on est confronté à un brouillage du cadre pragmatique d'entrée en communication avec la machine. On avait donné quelques exemples où la machine, justement, bah, elle passe littéralement le test de Turing. Alors, il me reste 5 minutes, mais c'est pas grave, je pense que je vais tenir mon temps. Alors, la deuxième figure, alors celle-là dont on parle, on ne cesse pas d'en parler dans les couloirs universitaires, les professeurs paniqués, justement, du cas de l'IA générative plagiaire, hein, celle qui est utilisée par, a priori non, mais celle qui est utilisée par les étudiants et étudiantes pour fabriquer des faux, pour faire croire en réalité que c'est elles et eux qui ont fabriqué le document, alors qu'en fait, elles ont utilisé une machine qui l'a fait à leur place. Alors là, ça revient un petit peu à ce dont tu parlais, Gaëtan. Donc, on est confronté à un... Bon, alors, du test de Turing, on était avec une IA assez rudimentaire, qu'on pourrait dire participant au paradigme de l'IA symbolique. Là, on est plutôt paradigme connexionniste, où l'IA est entraînée à apprendre par elle-même. Je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, donc je passe là-dessus. Donc, une IA qui réutilise des fragments de données qu'elle a aspiré des données évidemment massives, comme tu l'as très bien dit Gaëtan, lors de son entraînement. Et elle réassemble en quelque sorte ces fragments de manière suffisamment proche de leur source, qui peut être donc perçue comme du plagiat. Et on a effectivement des cas majeurs, que ce soit dans la réutilisation du contenu qui est a priori protégé, le fait de créer du contenu qui est textuellement ou visuellement très proche des sources originales. La machine n'a pas forcément la capacité de savoir, enfin ne sait pas d'où est-ce qu'elle prend les données, à qui appartient les données. Ça pose tout un tas de problèmes du point de vue des droits d'auteur, dans la manière d'attribuer en fait les idées, les phrases, les concepts à leur source originale. Ça pose tout un tas de problèmes éthiques et légaux et évidemment c'est de ça dont on parle beaucoup. Et je trouve que cette idée de figure plagiaire est très intéressante. Donc c'est une puissance du faux qui déstabilise la forme du vrai. Et puis, celle qui anime aussi actuellement les esprits, bah, c'est le cas particulier de l'IA qui fabule. Ma troisième figure qui est l'IA fabulatrice. Donc, les hallucinations d'IA, ce qu'on dit à propos de ces hallucinations, c'est que c'est des erreurs qui relèvent notamment donc, des modèles d'IA, qui génèrent en fait tout simplement des informations, des énoncés qui sont faux et inexacts, tout en les présentant comme factuels et corrects, hein. Il y a une certaine aplomb dans la part de l'intelligence artificielle qui va me donner des réponses qui en fait sont complètement fausses, hein. Euh, Dans la mesure où de toute façon l'IA ne comprend pas, comprend pas le contenu qu'elle produit. Alors, bon, j'ai pris ce cas qui est extrêmement connu, un avocat qui s'est servi de ChatGPT pour rédiger un argumentaire juridique. Donc, ChatGPT a inventé en fait tout un tas d'antécédents juridiques qui n'existaient pas, donc c'est une sorte d'affaire fictive, et des décisions de justice imaginaires pour faire valoir justement un cas particulier. Et l'avocat, en quelque sorte, a fait confiance à cette IA qui a fini en quelque sorte par délirer le monde, tout simplement. Donc, des modèles d'IA qui peuvent créer des récits ou des images qui mélangent, en fait, des éléments réels et fictifs, qui brouillent, en fait, la frontière entre la vérité et le mensonge. Et donc, ça rejoint évidemment le concept de puissance du faux, dans la mesure où le faux devient, en fait, productif. Il crée de nouvelles formes de réalité. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant de penser du point de vue de la post-vérité. Alors, comme à mon habitude, j'ai toujours trop de choses à dire. J'en viens à ma conclusion. Je vais faire un petit retour à Deleuze et je vous propose encore ces très jolies images. Euh, donc, Deleuze, en s'appuyant sur l'image mouvement, il veut montrer en fait que la puissance du faux, elle est créatrice de vérité. À l'instar de l'image cristal, en fait, la puissance du faux, elle esquisse en fait des lignes de fuite vers, bon, concept deleuzien par excellence aussi, deleuze-guattardien, vers de nouvelles perspectives, des nouvelles manières de voir, de comprendre, multiplication de points de vue, qui révèlent de nouveaux aspects de la réalité. C'est particulièrement vrai, je trouve, par exemple, dans Tree of Life.
Autrement dit, à un certain degré de puissance, le faux devient même créateur de la vérité. Alors là, évidemment, moi j'étais dans le domaine de l'art, du cinéma notamment, où on voit que la puissance du faux est une forme de manipulation consentie qui cherche moins à cacher la vérité qu'à la révéler autrement, à travers donc des fragments, une multiplication de perspectives contenues dans des images rêveries, des fantasmes, des souvenirs. Mais alors là, c'est juste pour ouvrir la discussion. Qu'en est-il dans le monde ordinaire, on va dire, dans le monde de la science déjà, mais dans le monde ordinaire, dans le monde quotidien, où la vérité, elle est censée s'exprimer dans des propositions qui se réfèrent à la réalité ou cherchent à la dénoter, quand donc des faussaires artificiels, non contents de se faire passer pour des humains imposteurs ou de copier leur création plagiaire, finissent par délirer, purement simplement, un monde factuellement faux pour finir par décrire une réalité alternée. Donc, l'idée, moi, ce que je retiens un peu de tout ça, c'est qu'on en arrive à un point tout à fait inédit. L'IA qui fabule euh, est, du point de vue de l'humain, qu'il utilise une IA qui prétend au vrai et qui finalement énonce une vérité devenue elle-même une puissance du faux. Écoutez, je terminerai juste, ça m'est venu là, par une belle phrase de Baudrillard qui, lui, avait aussi le sens de la formulation. Bienvenue dans le désert du réel. Merci de votre écoute.